bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission de décryptage de l'actualité politique béninoise et africaine et pourquoi pas mondiale. Le Bénin poursuit sa marche avec plusieurs réformes qui alimentent le débat public depuis l'avènement au pouvoir du président Romuald Wardani. Tandis qu'au Sénégal, la récente révision de la Constitution continue de susciter analyses, interrogations et controverses, tant dans la classe politique que dans l'opinion publique. Au-delà des passions et des prises de position, une question fondamentale se pose. Comment moderniser les institutions tout en consolidant la démocratie, l'état de droit et les libertés publiques? C'est autour de ces interrogations que nous allons échanger dans cette émission avec deux observateurs avertis de la vie politique. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous et pour la première fois dans nos studios Médéric François Gongo, journaliste, analyste politique, directeur de publication du journal Actu Express. En face de lui, ce sera celui que vous connaissez déjà, Omar Salouf, journaliste, analyste politique. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Avec plaisir. Médéric François Gongo, déjà, quelles sont vos impressions pour cette première fois dans nos studios? Je suis ému de voir qu'il y a des journalistes qui font le travail avec très peu de moyens, avec la volonté, avec de la sagacité pour amener les auditeurs, les téléspectateurs à sentir que, quoi qu'on dise, la presse est là et que la presse est debout. Merci beaucoup. Ma première question s'adresse à vous, Omar Salouf. Quel regard portez-vous sur les principaux faits qui ont marqué l'actualité politique ces derniers jours au Bénin? Alors, je crois que à la suite de la prestation de serment du président Romuald Wardani, tout le monde s'attendait à voir une nouvelle donne politique. Je le dis ainsi pour faire comprendre un peu que quand on a hérité d'un pouvoir tenu par Patrice Talon, quand on a été son dauphin, quand on a réussi à se faire élire à ce pourcentage-là, forcément, les attentes sont nombreuses. Les attentes sont nombreuses quant à la continuité de la dynamique, puisque c'est ce qui a été dit. Les attentes sont nombreuses par rapport à ce qui n'avait pas peut-être marché sous le régime précédent et comment tout cela va être corrigé par le nouveau président de la République. Les attentes sont également nombreuses par rapport à l'aspect social de la vie béninoise. Donc, quand on a toutes ces attentes et qu'on suit un peu l'évolution des premières actions sous Romuald Wardani, on se rend compte que le président de la République, qui a prêté serment le 24 mai, ne s'est pas totalement écarté de ces attentes-là. Il a conscience de ces attentes. Il est rentré dans le jeu déjà avec la tournée sous-régionale, avec pour point d'orgue la visite à Niamey et la mise en place d'un comité technique pour évaluer tout ce qui va être fait pour une réouverture immédiate de la frontière, le milliard pour faire face aux urgences vitales dans les hôpitaux publics, la gratuité annoncée pour les filles dès la rentrée 2026-2027 et les nominations qui ont suivi par rapport au Sénat, par rapport au Conseil économique et social, par rapport au ministre conseiller. Tout ça, je mets ça comme des faits politiques, bien que qu'on parle de social par endroit, je mets ça comme des faits politiques qui donnent un ton par rapport à ce que sera le septennat de Romuald Wardani, un septennat qui, je le pressens, veut avoir une vue globale sur tous les aspects de vie de la société béninoise, qui ne veut rien occulter, qui veut satisfaire les uns et les autres, qui peut-être à un moment donné de l'histoire se sont sentis lésés, se sont sentis frustrés par rapport à des décisions politiques. Donc, je le vois ainsi. Médéric François Gongo, vous êtes un observateur, en tout cas, de la vie politique. Vous avez connu les différents présidents, le général Mathieu Kékou, le président Nicéphore Dieudonné, le président Boni Yayi et Patrice Talon, évidemment, qui a passé le témoin à Romuald Wardani. Et quand on voit un peu les situations qui ont précédé les élections présidentielles, l'élection présidentielle de 2026, les premiers actes posés par le président de la République, quel regard est-ce que vous portez sur ces premiers actes qu'il a posés?
Je suis admiratif de l'élan que le président Romuald Wardani donne à la gestion du pays, en ceci il a bien compris qu'il faut donner un top de taille, permettre au peuple de savoir qu'il y a un nouveau président. C'est vrai que difficilement, il peut se départir des actions du président Patrice Talon, en ceci qu'au niveau des institutions, on voit encore la touche du président Patrice Talon. On voit le président Patrice Talon présent dans la nomination des membres du Sénat. On voit le président Patrice Talon présent à des endroits donnés. Au niveau même du gouvernement, on a beaucoup de membres qui, apparemment, selon nous, sont positionnés par le président Patrice Talon. Donc, on a comme l'impression que le président Romuald Wardani, bien que n'étant pas complètement libre de ses mouvements, essaie tant bien que mal d'imprimer son rythme à la gestion du gouvernement. Il a annoncé le milliard pour le secteur de la santé. Pour nous, le milliard, c'est un signe annonciateur. Mais le milliard, quand on voit un peu les besoins qu'on a sur la place, on peut dire que le milliard est peu. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Mais déjà, c'est quelque chose. Et beaucoup de Béninois sont en train de bénéficier de cette mesure. Aujourd'hui, on a comme l'impression que le président Romuald Wardani n'est pas encore complètement libre. Il n'est pas encore complètement libre pour imprimer son rythme à la gestion du pays. On sent encore le président Patrice Talon à plusieurs niveaux. On le sent notamment au niveau de la nomination de certains membres du gouvernement. On le sent au niveau de la nomination des membres du Sénat. On pouvait le sentir au niveau de plusieurs endroits. Et c'est normal. C'est normal que, tel que le pouvoir a été transmis, tel que les élections ont eu lieu, tel que le choix du candidat presque unique de la mouvance a été effectué, c'est très normal que l'on assiste à une continuité de la vieille politique, mais une vieille politique qui aujourd'hui a une autre envergure, telle qu'on le voit aujourd'hui. Le président Romuald Wardani, il tente de donner son empreinte à la gestion du pays. C'est vrai que ce sera difficile que l'on l'observe dès les premiers mois, mais d'ici peu, nous allons constater qu'au-delà de la reprise des relations avec le Niger, avec le Burkina Faso, le Mali, on va remarquer que le président Romuald Wardani va accélérer les choses pour permettre aux Béninois de savoir quand même qu'il y a un changement de régime. Depuis qu'il est là, on a observé des innovations. Comment est-ce que vous appréciez ces innovations? On a pu voir le gouvernement plus près de nous, où les ministres maintenant doivent s'exprimer dans la langue nationale et s'adresser aux populations. On a vu la promesse à l'endroit des producteurs, notamment les sojaculteurs, cotonculteurs, si vous voulez, les producteurs d'acajou, d'anacade et autres. S'il y a quelqu'un qui connaissait mieux les dossiers béninois, c'est bel et bien le président Romuald Wardani. Il a fait 10 ans avec le président Patrice Talon. C'est vrai qu'il lui sera très facile d'imprimer son rythme à la gestion du pays, mais c'est aussi délicat que on ne saura pas le dire. Comment est-ce qu'il peut réussir à donner un nouveau rythme par rapport à ce qu'il a vécu durant 10 ans? Comment est-ce qu'il peut réussir du jour au lendemain à nous faire comprendre que lui, il veut amener le Bénin dans un nouveau décor? C'est à cela que nous avons... Dans un nouveau cycle. Bon, cycle, disons. Bon, c'est vrai qu'il a 7 ans, il vient à peine de commencer. Alors, aujourd'hui, on a pu voir avant les élections, il y avait une tension apparente, la classe politique était en ébullition. On a vu le Parti des démocrates, on a pu voir le parti FCBE qui avait décidé d'aller aux élections. On a pu voir tout ce qui s'est passé, mais après les élections, on observe une sorte d'accalmie apparente, ou bien évidemment dans les faits, puisque oui, évidemment, certains ont créé le Parti républicain, ont rejoint la mouvance, ont fait la campagne pour le candidat. Et comment est-ce que vous appréciez ce climat qu'on observe après les élections et notamment après l'investiture du président Romuald Wardani? Alors, la loi sur, comment on appelle ça, la trêve politique était annonciatrice de ce que nous vivons actuellement. Parce que justement, quand on dit trêve politique, c'est que il y a plus le brouhaha politique habituel, il y a que des critiques constructives qui vont en quelque sorte aider le président en exercice à bien faire, à bien jouer son rôle. Et donc, quand on est dans ce contexte-là, il ne peut en être autrement que de voir que tout se calme et que on voit comme principal acteur du jeu
le président de la République, le gouvernement et tout ce qui entoure la gestion du pays. Dans ce contexte-là, je pense que c'est tout à fait normal. Maintenant, quand on a eu tout ce méli-mélo-là, qu'on a observé à l'occasion de l'élection présidentielle et que, dans le même temps, on soupçonnait une certaine connivence entre la FCBE de Paul Rompé et la mouvance présidentielle et que quelques jours après l'élection présidentielle, après la proclamation des résultats, on voit ce même Paul Rompé démissionner. Quand on voit la FCBE fait cause pour le nouveau président de la République, quand on voit, vous l'avez rappelé, un certain Éric Rouneté quitter le pas parti, quitté. pas quitté, mais qui a créé un mouvement, un mouvement. Quand on voit un certain Éric Rouneté rejoindre la dynamique Romia Wardani avec son pacte républicain, quand on voit tout ça, on peut s'attendre à ce que l'on ait ce qui se passe actuellement, à ce que l'on assiste à cette accalmie, à ce que l'on assiste à cette température-là qui semble être partagée par tous. Et donc, je crois que ça ne va que rester comme ça et petitement, chacun va trouver pour son compte. Quand je dis que chacun va trouver pour son compte, c'est que je fais allusion à Paul Rompé, qui est déjà nommé au Sénat. Je fais allusion à Éric Rouneté, qui est en attente. Je fais allusion à il fait la pression pour redevenir président du parti. Donc, évidemment, est-ce il s'attend à avoir quelque chose de l'autre côté? Ah, je ne sais pas, mais bon. Bongo, quand on observe, il a parlé de trêve, mais quand on regarde très bien la situation politique, est-ce que c'est vraiment l'attente qui fait que les acteurs politiques ne réagissent pas? Ou bien, en réalité, les acteurs politiques manquaient véritablement de contenu, étaient juste dans les dénonciations, et puisqu'ils sont devant le fait accompli maintenant, il faut proposer, il faut faire des propositions concrètes, et ils peinent la mayonnaise peine à prendre de l'autre côté. Je pense qu'avoir 7 ans devant soi, cela peut donner lieu beaucoup plus à de la calmie. On doit avoir la calmie parce qu'en face, les gens vont vouloir que le président de la République pose des actes de taille pour avoir des éléments d'appréciation en vue de mieux l'accompagner ou carrément de le contrecarrer. Parce qu'il n'est pas à dire que même quand on parle de trêve politique, que ce sera une accalmie totale. C'est clair et net que d'ici peu, nous allons constater des mouvements. Si déjà il n'y a pas de mouvements au sein des deux grandes tendances de la mouvance présidentielle. Parce que quand on se rapproche de certains membres, bon, ce n'est pas tellement la calmie, hein, ce n'est pas tellement la calmie. D'abord, nous avons au niveau de l'UPR, le président Djogbenou qui essaie tant bien que mal de colmater les brèches, de maintenir la troupe. Mais lorsqu'on voit un peu ce que ces tendances ont vécu récemment, ne serait-ce que par rapport au positionnement, on se demande si c'est des tendances qui vont tenir la route pour longtemps. On se demande si le président de la République n'aura pas intérêt, dans un bref avenir, à créer lui-même sa coalition politique qui puisse l'accompagner. Parce qu'on a remarqué que lors de la formation du gouvernement, le président de la République s'est presque à tourner dos aux grandes tendances de la mouvance présidentielle. Bon, ils sont quand même un nombre important dans le gouvernement. Non, pas un nombre important. Il y a près de 17 ministres qui ne sont pas de l'école politique. Ça veut dire que le président de la République a opté pour tourner dos aux partis politiques. Et les partis politiques en sont bien conscients. Parce que, quoi qu'on dise, les partis politiques n'ont d'autre choix que de l'accompagner au niveau du Parlement. Donc, ils sont presque coincés. Donc, la dynamique politique va s'éteindre au niveau du Parlement. On n'aura pas grande chose au niveau du Parlement jusqu'à ce que la dislocation entre le président du Parlement et le président de la République ne se constate. Parce que, quel que soit ce qu'on va dire, cette dislocation aura lieu. On va le constater dans les années à venir. Parce que on a comme l'impression... de la prophétie. Non, c'est pas de la prophétie, c'est de l'analyse anticipative. Parce qu'on a comme l'impression que nous avons deux personnalités qui se supportent malgré eux, malgré elles, s'il faut que je parle en ces termes. Malgré elles, et que avec le temps, on aura forcément des événements qui vont nous amener à savoir que ces deux personnalités ne sont pas de la même école
que ces deux personnalités n'ont pas les mêmes intérêts. Donc, si vous comprenez bien, en réalité, le problème politique de Roméo Wardani ne viendra pas forcément de l'opposition, mais quand même de cette force politique qui l'ont porté au pouvoir. L'opposition n'existe que de nom aujourd'hui au Bénin. L'opposition n'existe pas sur le plan politique. On n'a pas une alternative politique qu'on peut proposer. On n'a pas une opposition déjà formée et prête à animer la vie publique. Bon, on a les FCBE qui ont rejoint à BAC, mais on a le parti d'Éric Bouloté qui, quoi qu'on dise, les démocrates, qui, dans une mesure donnée, ont déjà rejoint la BAC aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on aura avec le temps? On a comme l'impression que le Bénin sera dans une léthargie politique. On a une léthargie politique et c'est en cela que beaucoup parlent de trêve politique. Quand on parle de trêve politique, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on va se taire? Est-ce qu'on va laisser les acteurs politiques gérer comme bon le semble? Évidemment, les gens sont silencieux. Est-ce qu'on va... Bon, silencieux, c'est pas calcul, parce que la plupart des acteurs politiques ne sont pas Ils acteurs attendent le politiques positionnement. ils ne sont pas acteurs politiques par conviction. Ils sont acteurs politiques par lutte pour la conservation des intérêts personnels. et les intérêts personnels, les intérêts économiques. Il faut le dire. Il faut le dire. Le dire n'est pas jeter une pierre dans un marigot quelconque. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un pays où la situation politique risque d'être bloquée. Parce qu'il n'y aura pas une rigueur, il n'y aura pas une vivacité politique. Il n'y aura pas des débats contradictoires. Parce que le Bénin, la démocratie béninoise est assise sur les débats contradictoires. Nous sommes en train de partir La confrontation des idées. La confrontation des idées. Donc, on n'aura plus forcément ça. Et quand on n'aura plus la confrontation des idées, je me demande si on se trouverait dans une démocratie libérale en ce moment. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où la plupart des acteurs politiques jouent pour préserver leurs arrières. La plupart des acteurs politiques oublient qu'ils sont engagés pour défendre les intérêts publics. Donc le peuple est comme abandonné. Quand on parle de traits politiques, le peuple est comme abandonné. C'est vrai que le président de la République a nommé des conseillers politiques. Je me dis qu'il sait forcément qu'il aura besoin d'eux. Quand on est dans une situation comme ça, je me dis que si ce n'est pas le peuple qui va complètement perdre. Parce que le président de la République gouverne aujourd'hui, il désigne qui il veut, il met qui il veut là où il veut, personne ne dit rien, on n'a pas d'éléments pour apprécier les gens qui sont nommés. Il y a plusieurs Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Quand on est comme ça, on se demande dans quel pays nous sommes, on se demande si on a fait depuis la conférence nationale jusqu'à aujourd'hui, si on a fait un chemin pour ne rien avoir pour notre pays. Donc, en termes clairs... Mais il y a quand même des efforts qui sont faits. Oui, les efforts se font toujours, Parce que, mais ce que je dis, et là, je note, et on se donne rendez-vous pour se revoir dans quelques années, nous allons assister au Bénin à une situation inédite, où la chose politique n'existerait que de nom, où critiquer un gouvernement sera être perçu comme, j'allais dire, commettre un acte punissable. Nous allons assister à la négation de la démocratie. Et la négation de la démocratie, forcément, va nous amener à un régime dictatorial. Bon, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Et pour l'intérêt des Béninois, on ne souhaiterait jamais se retrouver dans une telle situation. On va quand même espérer que les choses s'améliorent pour le Bénin. Quand vous regardez les premières actions menées par le président Roméo Wardani, les premiers actes posés, est-ce que vous n'avez pas tendance à le voir comme quelqu'un qui se rapproche du peuple pour pouvoir peut-être prendre ses marques? Oui, je l'ai dit, quand on observe un peu, il y avait forcément des attentes. Il y avait au niveau du peuple, ne serait-ce que quand on prend la campagne électorale avec les débats qui ont lieu entre le candidat et les populations, il avait pris des engagements. Il a reconnu qu'il y avait des choses à faire ou à refaire, à améliorer. Et donc, pour améliorer ces choses, pour renouer le contact, la chaleur entre le peuple et le politique, il fallait mener ces actions-là, il fallait s'engager dans des actes qui vont permettre à ce que le pont soit refait. Quand on prend les mesures sociales, par exemple, on a longtemps espéré, ou les populations ont longtemps espéré que le social, bien que ce ne soit pas
un fait de passer de maison à maison, distribuer de l'argent, mais que ce soit un peu plus profitable à la grande masse, de façon beaucoup plus directe. Et donc, s'il est engagé au début de son mandat à débloquer 1 milliard pour permettre aux urgences vitales d'être prises en compte sans protocole. Pour présenter son projet, on va soigner d'abord et puis on va discuter. Après, on discute. Quand il a dit, par exemple, que les cotonculteurs, les sojaculteurs et autres vont bénéficier d'un certain avantage. Quand il a dit, par exemple, que la gratuité de l'enseignement sera effective dès la rentrée 2026-2027 pour toutes les filles de l'enseignement public au Bénin, c'est des actes pour se rapprocher du peuple. C'est des actes pour dire en réalité, le gouvernement est avec vous, peuple, le gouvernement est à votre écoute, parce que justement, l'argent qu'on est en train d'utiliser pour faire face à ces charges-là, ça ne tombe pas du ciel. C'est l'argent du contribuable. Le contribuable, c'est le peuple. C'est ce que chacun de nous sommes en mettant un peu dans la caisse de l'État. Donc, quand on fait tout ça, on ne peut que dire qu'on se rapproche du peuple. Maintenant, il est à espérer que d'autres actions, beaucoup d'envergure, parlant du social, parlant de l'économie, parlant même du politique, soient menées pour que le peuple se sente beaucoup plus concerné par tout ce qui se fait. Il ne faudrait pas donner l'impression que voilà, le peuple, on vous a donné pour vous, on vous a donné votre milliard pour les soins, on vous a donné la gratuité, contentez-vous de cela, vous n'avez plus rien à voir dans la politique. Non, il faut mettre en place toutes les conditions pour que le peuple, la population, le citoyen soit concerné, soit interpellé à chaque étape par ce qui se fait par le gouvernement, par les décisions qui sont prises, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau de l'Assemblée nationale, qui, en légiférant, en prenant les lois, en votant les lois, doit prendre en compte effectivement l'existence de ce peuple-là qui a besoin d'un nouveau souffle pour... Première réforme menée par le président Romain Wadaï, on a pu, on lit depuis quelques jours que on n'aura plus les secrétaires généraux de secrétaires généraux de ministère, on n'aura plus les DAC, je sais quoi, il y avait d'autres. Dans l'organigramme des ministères, il y a des postes qui vont pas disparaître. On a aussi pu constater que dans quelques jours également, il y a des structures de l'État créées sous son prédécesseur Patrice Talon qui vont plus exister, qui seront purement et simplement dissoutes. Quelle appréciation faites-vous de ces réformes? Il y a une volonté de raffermissement des finances publiques, il y a une volonté de remise en ordre des structures qui sont en charge de gérer les affaires publiques. Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a des structures qui ont été créées pour remercier certains, pour satisfaire des ambitions personnelles de certaines personnes. Bon, si le président de la République en arrive à supprimer des structures, c'est qu'il a été tout le temps dans l'expérience avec ces structures. Et lui-même, il a compris qu'avec le temps, c'est des structures qui étaient trop redondantes et qu'il fallait les mettre en jeu pour permettre une certaine fluidité au niveau du fonctionnement de l'action gouvernementale. Je crois bel et bien que si le président de la République a procédé à la mise en veilleuse de certaines structures, c'est qu'il sait qu'il y a d'autres structures qui, mieux que celles supprimées, font bien le travail. Donc, on ne peut pas refuser parce qu'il était au cœur de l'appareil Talon. Il était presque l'ordonnateur du budget principal. Il connaissait les réalités. Il connaissait les réalités. Donc, s'il les supprime, c'est qu'il sait que même en supprimant ces structures, il peut bien fonctionner et avoir les résultats qu'il compte. Maintenant, j'espère qu'il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Parce qu'on a comme l'impression qu'avec la création des agences, on a presque arraché l'essentiel du pouvoir au ministère. Des agences qui étaient rattachées directement à la présidence de la République. Oui, on a comme l'impression qu'on a arraché l'essentiel du travail au ministère. Maintenant que les agences sont en train d'être supprimées, j'espère que les ministères seront plus impliqués et qu'on aura les ministres à l'œuvre, comme on devrait s'y attendre. Je reste avec vous. Quels sont les défis ou bien les prochaines actions que le président Romain Wadaï pourrait mener et qui pourraient davantage satisfaire le peuple et le rapprocher davantage du peuple? Parce que, oui, évidemment, vous l'avez dit, on sent que, évidemment,
il peut s'éloigner un peu des acteurs politiques, se rapprocher du peuple. Que doit-il faire davantage? Bon, le président Robert Ouaddaï, il a commencé, il doit se rapprocher plus du peuple. Il doit poser des actes en faveur du peuple. Le peuple attend. Je me dis, depuis près d'un mois et demi, rares sont les Béninois qui ont senti véritablement les effets positifs de l'action gouvernementale. C'est vrai qu'on voit le chef de l'État aller au niveau du Niger, du Burkina et du Mali. On attend impatiemment la réouverture de la frontière. On attend. C'est vrai qu'il y a certaines exigences des Nigériens qui ne sont pas prises en compte pour le moment. On apprend que les Nigériens auraient voulu la suppression d'une des structures qui appartenait, dit-on, à l'ancien président de la République. On apprend beaucoup de choses, mais on veut avoir l'idée nette. On veut avoir l'idée nette parce qu'on veut avoir la reprise effective des relations entre le Bénin le Niger. et le Niger, le Mali et le Burkina. Ce qui sera profitable pour tous les peuples. Voilà. Maintenant, ce qu'on attend, c'est qu'un mois et demi, les Béninois ne sentent pas encore concrètement les actions du gouvernement. Ça, il faut le dire. Les Béninois ne sentent pas. C'est vrai qu'il y a des actions qui permettent d'espérer. Mais au-delà de l'espoir, les Béninois, dans leur quotidien, ne sentent pas encore les actions du gouvernement. Certainement que le président de la République nous réserve les bonnes choses. Bien avant 1er août, j'espère qu'on aura les résultats concrets. Mais on ne remarque absolument rien. Résultats concrets, sur quelle action peut-il davantage mener, agir pour se rapprocher des populations? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le retour des exilés, peut-être, ou bien des gens en prison, ou bien davantage revoir la situation pour le panier de la ménagère? Parce qu'évidemment, le coût de l'essence à la pompe aujourd'hui, que doit-il faire pour être davantage plus proche du peuple? Vous savez, le président de la République, il sait bien par où prendre. Il a été aux finances durant 10 ans et il connaît les besoins du peuple. Les besoins du peuple sont là. Nous voulons un peuple qui soit libre, véritablement libre. Nous voulons un peuple qui ait de quoi manger quotidiennement. Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'il y a la cherté de la vie, mais on ne remarque pas des actions. Parce qu'il faut le dire, nous avons l'obligation morale et physique de dire ce qui est. Quand on se rapproche des Béninois aujourd'hui, rapprochez-vous des Béninois aujourd'hui, vous allez entendre ce qu'ils disent. Les Béninois se disent, ah, on l'a pris, ça fait 1 mois et demi, mais on ne remarque pas encore les effets. C'est ce que les gens disent. Il y a quand même une réduction de la redevance, ce que les Dames ne doivent pas payer au marché. Ça devrait indirectement agir non, sur... là, c'est des actions qui auront des impacts indirects. Les Béninois veulent des actions et nous avons l'obligation morale et physique de dire ce qui est. Quand on se rapproche des Béninois aujourd'hui, les Béninois disent l'élan que le président... Ça a bien commencé, mais c'est pas encore ça. Ça a bien commencé, mais les Béninois veulent des actions concrètes. Avant Salouf, sur quel autre levier le président Robert Ouaddaï devrait encore agir pour vous, Béninois, ordinaire, je vous mets en dehors de votre casquette de journaliste, sur quel autre levier il doit pouvoir actionner et vous serez satisfait? Alors, pour le citoyen, il faudra également agir sur le levier politique. Quand je parle levier politique, c'est que vous savez, il y avait des situations. Les situations avant son arrivée. Il doit pouvoir regarder dans la direction de ces situations-là et pouvoir apporter son poids politique désormais pour essayer de régler. Il doit pouvoir regarder, quand je parle politique, c'est qu'il regarde à l'intérieur du Bénin, mais il regarde aussi au-delà du Bénin. Je fais allusion à ces Béninois-là qui, d'une manière ou d'une autre, étaient dans une situation compliquée avec la justice, avec le politique ou avec les politiques béninois, et puis savoir comment régler ces aspects-là. En dehors de ça, je pense qu'il doit pouvoir continuer à davantage s'investir dans le social. On précise toujours, le social, ce n'est pas distribuer de l'argent, ce n'est pas ouvrir les vannes pour que... C'est quoi précisément selon vous? Non, c'est ça, il a commencé, seulement que, comme le doyen l'a dit, ce n'est que des actions qui nous mènent dans une certaine attente. Maintenant, il faut faire des actions qui donnent des retombées directes pour le peuple. Par exemple,
Oui, vous avez évoqué par exemple la réduction des redevances dans les marchés. Là, par exemple, on peut dire que dès la fin de ce mois, les femmes peuvent déjà constater un petit changement dans leur panier ou bien dans leur caisse personnelle parce qu'elles n'auraient pas à débourser autant que par le passé. Il y a d'autres actions qu'il peut mener. Vous avez parlé, par exemple, de l'essence à la pompe. On peut subventionner. Il y a des produits de première nécessité qu'on peut subventionner pour permettre aux Béninois de débourser peu pour avoir ce qu'il faut pour gagner son plat, pour essayer. Mais la crise est mondiale, vous le savez. La crise est mondiale, mais les solutions peuvent être personnelles à chaque pays. Le président de la République, au vu de la mobilisation des ressources, au vu de l'urgence, peut décider de subventionner. Il y a beaucoup d'autres pays qui ont essayé de subventionner telle ou telle autre chose qui ont soulagé un peu la vie des citoyens. Donc, c'est des options que peut prendre le président de la République pour soulager au quotidien la vie des Béninois. Nous allons aborder la deuxième partie de cette émission qui est consacrée au Sénégal. On a pu voir ces derniers mois ou ces dernières semaines, si vous voulez, la guéguerre qui prend de l'ampleur entre le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Et cela prend une tournure. On a pu voir la révision de la constitution annoncée par le président Ousmane Sonko, en tout cas portée par les députés sénégalais. Ils sont passés à l'acte. La révision de la constitution a été effective. Ma question à vous, Médéric Fonsagongo, le Sénégal avait-il vraiment besoin d'une révision de la Constitution en ce moment précis? Oui, la situation politique au Sénégal ressemble comme est apparentée à un match amical. On a comme l'impression que Sonko et Diomaye Faye s'entendent pour embrouiller le peuple. Pour nous, quand on l'observe bien, on a comme l'impression qu'ils ont amené à leur niveau le jeu politique et l'opposition comme la mouvance se déroule seulement à leurs deux niveaux. Et ils ont réussi à c'est l'impression que vous avez. Oui, c'est une bonne impression que j'ai, c'est l'impression que tout le monde a parce que bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque au niveau de l'opposition sénégalaise? L'opposition sénégalaise est presque inexistante aujourd'hui parce que les deux qui étaient quand même de la même classe politique ont réussi à divertir la population, réussissent à scinder maintenant leur tendance en deux et font le jeu de l'opposition de la mouvance en leur sein propre. Donc, ils ont réussi un coup. Ils ont ravi la vedette à l'opposition réelle. Ils ont réussi un coup, mais j'espère que ce coup sera profitable au Sénégal. Mais lorsqu'on voit de près, on a comme l'impression que entre Sonko et Diomaye Faye, il y a un combat pour la domination du pouvoir. Ils se sont entendus pour avoir le pouvoir, mais ils ne s'entendent plus pour gérer. Parce que forcément, il y a des appartenances de chemin qui ont amené Diomaye Faye à penser qu'on pouvait gérer autrement. Bon, on peut aborder la question autrement. Ce qui n'est pas de l'avis de Sonko. Sonko qui quand même, quoi qu'on dise, il a la majorité parlementaire. Il a la grande majorité parlementaire. Et il peut réussir beaucoup de choses. Maintenant, est-ce que c'est pour le bien du Sénégal ou c'est pour gérer leurs problèmes internes qui sont en train d'agir ainsi? Parce que quand on observe un peu Diomaye Faye, l'impression qui ressort de sa dernière visite en France et en Côte d'Ivoire donne l'impression qu'il est sous une coupe. C'est tout comme s'il est sous le contrôle de Macron et du président Macky Sall, et du président Ouattara. Ouattara, oui. On a comme l'impression que ces visites au niveau de ces deux régions l'ont amené à avoir une autre manière. Et il y va très fort, quitte à ce qu'il se disloque avec son ancien partenaire. Donc moi je crois qu'ils vont réussir, même s'ils ne s'entendent plus, ils vont réussir à maintenir le cap pour éviter au Sénégal une situation de crise. Quand on regarde aujourd'hui, est-ce que vous pensez que véritablement cette situation sera profitable au peuple sénégalais ou alors ça va réussir peut-être contribuer à éteindre les acteurs politiques, les deux acteurs politiques et un troisième larron pourrait venir leur ravir la vedette?
Non, ce qui est sûr, les deux acteurs politiques-là ont encore quelques années à faire au devant de la scène politique au Sénégal. Ce qui est sûr, c'est que cette guéguerre-là tient en haleine le peuple qui n'est pas dans une certaine léthargie, qui a quand même de quoi discuter ou même disputer dans les communautés, un peu partout dans le pays. Je crois que cette situation m'interpelle particulièrement par rapport à la fragilité des institutions en Afrique. On a dit, il y a une constitution, il y a l'Assemblée nationale, il y a l'exécutif, il y a tout ça là, mais parce que, à cause d'intérêts personnels, à cause de l'ego de l'humain, on remet tout en cause, facilement on appelle à une révision de la Constitution juste parce que son ancien partenaire n'a plus tenu ses promesses, juste parce que on ne se sent plus bien avec celui-là, on quitte, on redevient député. Il y a beaucoup de choses qui remettent en cause la crédibilité des institutions en Afrique, des institutions qu'on dit démocratiques. Hein. Et l'autre chose, je vois un peu une scène qui s'apparente un peu à ce qui a été dit là, une entente pour mettre hors d'état de nuit la vraie opposition pour continuer à tenir la politique, à être au devant de la scène. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que gagne le peuple de façon concrète? Il y a ce que j'appelle les réalités du pouvoir. Et j'ai l'impression que c'est ça là qui a joué, c'est ça là qui est à la base de tout ce à quoi nous assistons actuellement. On a vu comment le pouvoir a été pris, l'élection a été gagnée par ce duo-là, mais avec le temps, peut-être que Diomaye Faye a commencé par comprendre que un État, ça se gère pas comme ça, en étant braqué, et qu'il fallait forcément faire avec la France, qu'il fallait faire avec un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, qu'il fallait négocier, qu'il fallait pas rester dans une dynamique braquée pour rompre toute négociation, toute relation. Et cette posture de Diomaye Faye n'a pas plu à Sonko, qui continue d'estimer que il faut couper les ponts, il faut prendre une option beaucoup plus dure, beaucoup plus raide, alors que les réalités sont là. On ne peut pas s'en départir, on ne peut que négocier avec un pays comme la France, avec beaucoup d'autres pays, pour que l'économie sénégalaise continue de mieux se porter, parce que quand on rend tout d'un seul trait, ça peut créer des problèmes. Mais évidemment, il faut rappeler que le Sénégal est endetté. Le FMI l'a rappelé après une émission au Sénégal, des dettes qui étaient cachées. Et donc, dans les premiers mois, les deux s'étaient entendus pour régler cette question, mais on a pu voir que Diomaye Faye n'était plus d'accord avec la dynamique de Sonko. Donc, évidemment, ça a été la base de leur discorde, mais on attend de voir. Parmi les réformes de cette révision de la Constitution, on a pu constater que le président de la République ne peut plus être président d'un parti politique et au point d'animer la classe politique. On a pu aussi constater que, oui, évidemment, Diomaye Faye aussi en a parlé avant les élections, qu'il faut diminuer les pouvoirs du chef de l'État, parce que oui, les pouvoirs étaient concentrés dans les mains du président de la République. Ousmane Sonko, ex-premier ministre du président de l'Assemblée nationale, concentre maintenant les pouvoirs du côté de l'Assemblée nationale, qui est renforcé pendant que le président de la République est affaibli. Quelle appréciation par rapport à cette situation? Nous sommes dans une dynamique de combat politique et les deux essaient de jouer au niveau de la carte politique. On voit Sonko qui connaît bien le microcosme politique sénégalais, qui joue avec Diomaye Faye, qui, quoi qu'on dise, est bel et bien conseillé par beaucoup de personnes qui sont hors du pays. Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui... C'est l'impression qu'on a. Oui, la forte impression alors. Parce qu'il a commencé par beaucoup plus s'éloigner suite à sa visite à Macron et à Ouattara. Il a commencé beaucoup plus à se sentir indépendant, à se sentir éloigné du système qu'il a réussi à construire avec Sonko. Et Sonko, lui, il s'appuie
sur le microcosme politique. Il s'appuie sur la majorité. Sur sa popularité. Sur la popularité. Donc, on a comme l'impression que Diomaye Faye se retrouve seul face aux réalités du pouvoir, même s'il a des soutiens au niveau de la France, au niveau de la Côte d'Ivoire et partout ailleurs, il a des réalités qui l'amènent à constater qu'à l'intérieur de son pays, il n'est plus tellement si populaire. Il n'est plus tellement si populaire que Sonko. Donc, il va devoir jouer à colmater les brèches. Il va devoir jouer à reprendre la situation en main. Est-ce que, par le biais de la révision de la Constitution, il peut réussir à revoir la situation? Est-ce qu'il doit se mettre en position carrément de faiblesse pour savoir que Sonko a gagné et laisser Sonko lui-même commettre des erreurs après? Voilà autant d'équations que nous devons être amenés à résoudre. Mais actuellement, au niveau de l'observateur que nous sommes, on a comme l'impression qu'au niveau du Sénégal, la démocratie bat de l'aile. La démocratie bat de l'aile parce que on ne peut pas se permettre, parce que l'on a une majorité parlementaire, on ne peut pas se permettre d'aller contre le pouvoir du président de la République de cette manière. Parce que si on le fait, c'est qu'on réussira à fragiliser l'opinion publique au niveau de l'opposition et on finira par faire la part belle à une opposition qui est silencieuse aujourd'hui, qui apparaît dormir aujourd'hui, mais qui peut se réveiller à tout moment pour reprendre les choses en main. On a constaté dans ce débat que le peuple sénégalais ne réagit pas pour autant. Le débat se passe entre acteurs politiques, le soutien de Sonko, le soutien du Diomaye Faye, et puis après le soutien de Macky Sall. Comment expliquer ce silence apparent du peuple sénégalais et qui observe les acteurs politiques se chamailler, se lancer les pieds? Alors, ce silence, c'est comme si le peuple est calme et saura prendre ses responsabilités en son temps. Parce qu'on a vu comment ça s'est passé. Il faut toujours rappeler comment est venu ce duo-là à la tête du Sénégal, comment le peuple a été un très grand renfort pour permettre à ce que le pouvoir de Macky Sall tombe. Et donc, le peuple est certainement calme et en train d'observer si la situation perdure, si le peuple s'en lasse, il va prendre ses responsabilités. Il dit, écoutez, trop c'est trop, on ne veut plus ni de l'un ni de l'autre, on prend nos responsabilités et puis on verra ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, on ne voudrait pas une rébellion populaire au Sénégal. On voudrait plutôt que ce soit juste des jeux politiques, qu'ils se comprennent sur l'essentiel, qu'ils ne déçoivent surtout pas le peuple sénégalais qui a cru en ce projet-là, qui a pris fait et cause pour les porter à ce niveau-là, qu'ils ne déçoivent pas, qu'ils redressent le pays, que l'économie revienne au beau fixe, que le développement soit la chose la mieux partagée entre les deux. Le président Diomaye Faye a saisi le Conseil constitutionnel. Une suite favorable ou bien ça va être tout comme l'élection Ousmane Sonko remis en cause, mais le Conseil constitutionnel n'a pas pu donner satisfaction au camp de Diomaye Faye de l'opposition. Vous savez, le Conseil constitutionnel au Sénégal est libre et ils ont fait preuve d'une liberté à chaque situation qui leur a été soumise. Donc je pense que nous devons nous attendre à une option centrale. Une option centrale qui ne profite ni à l'un ni à l'autre, mais qui va dans le sens de la volonté populaire. Et c'est à cela que nous attendons aujourd'hui. Nous pensons que... Vous pensez que le Conseil constitutionnel peut acter cette révision? Le Conseil constitutionnel... Il va les renvoyer dos à dos? Non, pas dos à dos, mais le Conseil constitutionnel peut être amené à acter l'adhésion de la révision de la Constitution. Donc, on attend de voir comment le Conseil constitutionnel va départager les deux, mais l'un dans l'autre, même si on révise aujourd'hui, même si Sonko pèse, Sonko ne pèsera pas beaucoup. Sonko ne pèsera pas beaucoup parce que la grande majorité de Sonko est bien ancrée, bien assise. Et tout le monde sait que c'est Sonko qui a coopté Diomaye Faye. Quel que soit ce qu'ils disent aujourd'hui, quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, Sonko a toujours la situation populiste en main. Donc, il peut en faire ce qu'il veut. Mais jusqu'à quand peut-il être amené à contrôler la situation?
Oui. C'est la question. Wait-and-see. Nous sommes à la fin de cette émission. Ma dernière question pour chacun de vous. S'il vous était demandé d'adresser un message au gouvernant, président sénégalais ou président béninois pour la continuité des actions à la tête de notre pays, que diriez-vous? Au président béninois, je dirais tout simplement qu'il connaissait bien la maison, qu'il a contribué à Il n'était pas un construire. intrus. Il a contribué à construire la maison, mais que même si on ne lui donne pas tout le pouvoir, il doit agir parce que Il a tout le pouvoir, il a prêté serment seul. Oui, il a prêté serment seul, mais quand on l'observe, on a encore l'impression que beaucoup de personnalités qui sont nommées par l'ancien président de la Ça République. viendra avec le temps. Donc, on a comme l'impression qu'il n'a pas encore les coudées franches. Ça, il faut le dire. Donc, il faut qu'il réussisse à jouer politiquement pour avoir les coudées franches, pour avoir ses gars avec lui, pour prendre les affaires publiques en main. Parce que tant qu'il ne prendra pas véritablement les affaires publiques en main, ce que nous constatons, il n'a pas encore complètement la situation. Donc, au niveau du Sénégal, j'espère que le président Sonko finira par comprendre qu'il y a un président de la République. Et d'ici 3 ans, qu'il a encore devant lui, beaucoup de choses peuvent se passer. Et il ne faut pas qu'il s'en mette plein dans la guéguerre pour amener une situation simple à devenir une situation compliquée pour l'opposition sénégalaise qui est au pouvoir aujourd'hui. Pour le cas du Bénin, je rappelle quand même que Robert Wadagne a été porté au pouvoir par une famille politique qui a été conduite pendant 10 ans par Patrice Talon. Et donc, évidemment, dans ces actions, on ne peut que observer que certaines figures sont encore là. Que diriez-vous au président béninois, au président sénégalais? Alors, aux deux présidents, je dirais tout simplement que le peuple, de part et d'autre, a fait confiance à un projet, a porté les ambitions avec eux en tant que candidat. Le peuple a fait confiance et il n'y a pas de raison de décevoir le peuple. Que l'on soit président sénégalais ou président béninois, il faut œuvrer, il faut travailler, il faut créer toutes les conditions pour que, à l'horizon fin mandat, le peuple puisse être satisfait, le peuple puisse se dire, nous n'avons pas eu raison d'avoir porté notre choix sur ce président. Nous n'avons pas eu tort, pardon. Nous n'avons pas eu tort d'avoir porté notre choix sur ce président-là. Merci à vous, chers invités. Médéric François Gongo, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal La Type Express. Et Omar Salouf, journaliste analyste politique. Merci pour vos analyses riches, éclairantes et sans langue de bois. Ce débat nous rappelle que les réformes institutionnelles ne prennent tout leur sens que lorsqu'elles servent l'intérêt général, renforcent la démocratie, protègent les libertés publiques et consolident l'état de droit. Le Bénin, comme le Sénégal, constituent aujourd'hui 2 expériences majeures qui méritent d'être suivies avec attention par l'ensemble du continent africain. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission. À bientôt.